La dette française frôle donc avec les 3 000 milliards d'euros, c'est ce que nous dit l'INSEE, un niveau désormais insoutenable ou pas. On en parle avec vous, Mathieu Plane. Bonjour Mathieu. Bonjour, David. Directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Vous savez, on aurait des taux d'intérêt comme l'an dernier ou fin 2021 à 0% sur les obligations souveraines françaises. Moi, je dirais, on ne s'inquiète pas trop. Est-ce que, maintenant qu'on a les taux d'intérêt sur le 10 ans français, le taux d'intérêt auquel l'État français s'endette est un peu en dessous de 3%, est-ce que ça ne change pas la donne ? Alors, ça change en partie la donne, bien sûr. Il est beaucoup plus facile de gérer les finances publiques avec des taux très bas et zéro. C'était d'ailleurs que par ce fameux argent magique qui a été mis en place pour amortir les effets du choc Covid, la facilité de refinancement des États, notamment permise par la BCE, qui a permis d'augmenter fortement la dette sans avoir une explosion de la charge d'intérêt. Aujourd'hui, les choses se compliquent un peu avec l'augmentation des taux. Effectivement, ça tend à réduire les marges de manœuvre budgétaires, mais pour autant, on peut pas dire qu'il y a un risque, on va dire un risque de défaut sur l'État français. On voit bien que le taux d'intérêt est remonté partout avec le retour de l'inflation. Les taux d'intérêt sont partout remontés. Ce qui compte, c'est de voir est-ce qu'il y a une prime de risque spécifique à la France. Et on voit que le spread entre la France et l'Allemagne reste relativement constant. Après, on a un gouvernement qui se félicite d'avoir terminé l'année 2022 avec un déficit public pour le coup de 4,7%, au lieu des 5% qui étaient visés il y a encore de cela quelques mois. Est-ce qu'on se réjouit ou pas au final ? Parce que quand on voit ce qui se passe chez nos petits copains en zone euro, en moyenne la zone euro est à 3%, donc Oui. c'est à relativiser. Bah, on se réjouit relativement, on va dire, pour être modéré dans les réjouissances. Non, on partait de toute façon d'un déficit qui était plus élevé que nos voisins, justement. Mais la bonne nouvelle, en réalité, c'est que il y a eu une reprise post-Covid qui a été finalement assez dynamique. En tout cas, quand on regarde les assiettes fiscales, elles ont été plus fortes que prévu, que ce soit du côté des revenus, des bénéfices des sociétés, de la masse salariale. Donc, on a eu des rentrées fiscales importantes, bien plus fortes que prévu. Et effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir des déficits inférieurs à ce qu'on pouvait anticiper. Donc, on part d'un point qui est quand même meilleur. Maintenant, effectivement, on est quand même à 4,7% de déficit public. On peut pas dire que On l'ensemble n'est de pas la un bon honte ou du élève. retour. On n'est pas un bon élève en zone euro. Non, on n'est pas un bon élève. Après, bon élève, c'est sur une gestion de long terme des finances publiques. C'est pas ce que disent non plus les marchés. C'est-à-dire qu'ils nous considèrent pas non plus comme un mauvais élève dans le monde actuel. La question qui va être importante, c'est quelle va être la trajectoire de réduction des déficits à l'avenir. C'est-à-dire comment on sort des mesures d'urgence, comment on fait pour limiter ces effets négatifs éventuellement sur la croissance. Est-ce qu'il va falloir des ajustements budgétaires plus conséquents? Quels sont les risques autour de ça? Voilà, notamment dans un monde où les taux d'intérêt remontent. Effectivement, ces taux qui remontent ont tendance à amputer les marges de manœuvre budgétaires, sachant qu'on a aussi des besoins d'investissement importants pour l'avenir. Donc, c'est vrai que l'équation budgétaire est complexe, mais on ne peut pas la résumer juste à une affaire comptable. Ouais, équation budgétaire complexe avec une charge de la dette, pardon, qu'on donne les chiffres, c'est 52 milliards d'euros sur 2023, ce qu'il faut rembourser juste les intérêts, encore une fois, ce n'est pas le capital. C'est 12 milliards de plus en un an. C'est le deuxième poste de dépense après l'éducation nationale. Voilà, on en est aujourd'hui et ça va continuer de grossir. Oui, alors ça va. Alors il y a eu des effets liés, je ne vais pas rentrer dans le détail, au fait que les obligations sont indexées sur l'inflation et que donc ça a eu des effets sur la remontée de la charge d'intérêt. Mais ce qu'il faut regarder, c'est effectivement le poids de ces charges d'intérêt notamment sur les dépenses globales. On est autour de 2 points de PIB, ce qui est assez conséquent. On était descendu à moins de 1,5, mais il faut savoir que sur 1,5 était historiquement bas. C'était un peu le paradoxe de tout ça, c'est-à-dire qu'on avait une charge d'intérêt qui était à peu près équivalente à celle du niveau des débuts des années 80 en point de PIB, alors même que notre dette était autour de 111 ou 112% du PIB. Ce qui veut dire, c'est qu'il fallait, pour retrouver la même charge d'intérêt en point de PIB, il fallait revenir au début des années 80. Donc on a bénéficié effectivement de la baisse des taux, très clairement, et l'ensemble des États ont bénéficié de cette baisse des taux. La question, c'est quelle va être cette évolution, cette remontée des taux à l'avenir? Est-ce que c'est temporaire? Est-ce qu'on est sur une remontée des taux temporaire avec une baisse à plus long terme parce qu'on a quand même de l'épargne dans le monde? Enfin, il y a plein de facteurs un peu structurels qui pourraient expliquer pourquoi les taux pourraient rebaisser à l'avenir. Mais c'est vrai que forcément, de fait, la hausse des taux complexifie l'équation budgétaire. Il faut en tenir compte. Mais pour autant, il ne faut pas rentrer non plus dans une
dans une politique qui serait extrêmement heurtée parce que on se dit voilà, attention, les taux remontent et il faudrait réduire drastiquement les déficits. Le risque là-dessus serait un risque du côté du coût de la croissance. Donc il faut trouver le bon chemin de crête entre la bonne gestion des finances publiques et le soutien à la croissance. D'autant qu'on est pris en tenaille quelque part entre des taux d'intérêt, des coûts de financement, de refinancement de l'État français Oui. qui augmentent comme pour tous les États, et puis aussi nos partenaires européens, nos engagements européens. Pour l'instant, Bien sûr. les 3% ont été suspendus, mais on a compris qu'en 2024, nos voisins européens vont vouloir aussi qu'il y ait un peu plus de règles, en tout cas. Il y a ces 3% qui est l'objectif du gouvernement pour 2027 en termes de déficit public. Ça va demander des efforts d'arriver à 3%. Ce n'est pas comme ça, en claquant de doigts, qu'on va y arriver, sachant qu'on a aussi beaucoup de besoins. Il faut financer la transition énergétique, il faut financer les écoles, il faut financer la santé et nos services publics. Donc on se dit, ouais, l'équation est quand même compliquée. Il faudra faire des efforts pour en arriver là. C'est-à-dire que je pense que effectivement, la seule croissance ne permettra pas de revenir mécaniquement aux 3% parce qu'on a aussi face à des éléments qui sont, d'un point de vue conjoncturel, assez compliqués et que les années 2023-2024 vont pas être forcément des années de forte croissance. On est encore, on voit les risques géopolitiques, même si les prix de l'énergie ont reflué, on reste quand même avec des niveaux de l'énergie élevés, il y a des tensions internationales, donc il y a quand même des facteurs qui pèsent sur cette croissance. La question qui va être posée à un moment donné, c'est est-ce qu'on peut réduire les déficits uniquement par la réduction des dépenses alors qu'il y a des besoins d'investissement importants, hein, c'est ce que vous avez souligné, notamment sur la question la question de la transition énergétique, la question effectivement des réindustrialisations, des relocalisations, la question de la santé. Donc on voit qu'on a des besoins d'investissement importants. Et est-ce qu'on va pouvoir se passer d'une augmentation des prélèvements? C'est ça aussi. Est-ce qu'à un moment donné, il va pas falloir trouver des ressources fiscales si on veut tenir ces objectifs? C'est là la question qui est importante. Et puis, quelles vont être les contraintes budgétaires sur notre trajectoire à venir, notamment avec ces nouvelles règles européennes qu'on n'a pas encore réellement, qu'on connaît pas réellement, hein, mais effectivement, le président de la République s'est engagé à ramener le déficit public à 3%. Ça sera pas forcément mécanique et ça sera pas uniquement par la croissance. Alors après, petit point quand même sur les taux d'intérêt. C'est peut-être un peu technique, mais ce qui compte quand même dans les taux d'intérêt, c'est quand même les taux réels, hein. C'est-à-dire que, effectivement, c'est pas la même chose quand on a des taux élevés et qu'on n'a pas du tout d'inflation, ou quand on a des taux élevés avec beaucoup d'inflation. Je rappelle quand même que les taux, aujourd'hui, sont autour de 3%, avec une inflation à 6%. Donc le taux réel reste négatif. En fait, ça devient problématique lorsque le taux réel devient positif, et c'est là que ça serait plus compliqué si on reste avec des taux élevés, alors même que l'inflation rebaisse. Et ça, on ne le sait pas. On verra bien. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Donc à la question de savoir si pour réussir à atteindre ces 3% de déficit public en 2027, objectif du gouvernement, ça passera pas seulement par la croissance, vous l'avez dit. Les baisses de dépenses, Bruno Le Maire nous parle de réduction significative des dépenses sur le budget 2024, mais ça, c'est une petite musique qu'on a déjà entendue. Personne ne parle de hausse d'impôts parce que c'est contraire et contradictoire avec l'engagement présidentiel. Est-ce qu'on ne coupe pas à des hausses d'impôts pour réussir à aller vers ces 3% ou est-ce qu'on peut s'en passer? Ça va être quand même quelque chose qu'on ne peut pas exclure de l'équation budgétaire, qui est exclue aujourd'hui. Ça, c'est évident que dans le discours, en tout cas, c'est exclu. Mais voilà, on le voit bien, effectivement, de fait, parce que notre croissance est quand même poussive, pour différentes raisons, parce que même si on fait des efforts du côté budgétaire, que ce soit par la réforme de retraite ou même d'autres types d'économies, on voit que malgré tout, en face, il y a des besoins d'investissement qui sont nettement supérieurs aux économies attendues, hein, notamment sur la question de la transition énergétique, de la santé, du numérique, tout ce qu'on vient de dire. Et donc la question derrière, effectivement, c'est est-ce on va réussir à atteindre ces objectifs sans en tout cas avoir une discussion sur les mesures fiscales, c'est-à-dire est-ce qu'on doit ou pas avoir des augmentations de prélèvements, y compris pour financer la transition énergétique ou les questions de santé. Et je pense que ça va être compliqué de s'en passer. C'est pas personne le souhaite vraiment, mais si on a un objectif budgétaire, c'est difficile de l'exclure. Allez, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David. Ciao.